Pourquoi la France et l'Europe sont en crise? Que reflète la montée des populismes? Comment expliquer les fractures sociales, le déclassement des classes moyennes, les partitions culturelles et ce sentiment d'abandon et d'impuissance du politique? Enfin, comment sortir de cette impasse? Pour en discuter, nous recevons aujourd'hui Gabriel Robin et Benjamin Desmêlés, auteurs du nouvel ouvrage Le nom du peuple, aux éditions du Cerf. Bonsoir. Alors Gabriel Robin, vous êtes journaliste, rédacteur en chef du Numérique à l'Incorrect. Tout à fait. Benjamin Desmêlés, vous êtes collaborateur dans le même magazine. Absolument. Vous êtes aussi essayiste. Et donc vous publiez tous les deux ce nouvel ouvrage, Le nom du peuple, comme une tentative de revenir sur notre histoire collective pour mieux comprendre le présent et ses enjeux actuels. C'est bien résumé. Super. Une première question sur la couverture de votre ouvrage. Ouais. Le nom du peuple, écrit en noir sur un fond jaune. Alors messieurs, que reflète cette crise? À qui, à quoi le peuple dit non? Je crois que le nom du peuple, en fait, c'est l'impossibilité aujourd'hui que le peuple rencontre lui-même à se donner un nom, à se donner des contours, à se donner une traduction politique. Le nom du peuple, au fond, c'est un refus qui est adressé à l'intégralité des partis. Ça concerne Emmanuel Macron, ça peut concerner également des partis d'opposition. Et on l'a vu avec le mouvement des Gilets jaunes. On a rencontré un mouvement qui est à la fois très politique et en même temps complètement impolitique. On pourra revenir là-dessus. Un mouvement protéiforme qui a plusieurs racines et qui traduit aussi une forme d'impuissance vécue, ressentie et je crois réelle du peuple, en divorce aussi avec la technocratie, avec l'idéologie de la gouvernance. Et vous avez des Français donc, qui ne se sentent plus représentés par les institutions publiques, qui ne se sentent plus chez eux et qui ont beaucoup de difficultés à imaginer l'avenir, un avenir positif. Et donc effectivement, il y a un refus de la classe politique, un refus du système, un refus du jeu des médias, et en même temps ils y participent aussi, parce qu'on est tous tenus par ces engrenages, et c'est la principale difficulté, c'est ce qu'on a essayé de démêler dans ce livre. D'accord. Pouvez-vous préciser le choix de ce titre qui fait allusion à deux affirmations, le nom NON du peuple et le nom NOM du peuple? Soulevez-vous ainsi un enjeu identitaire et quelle serait votre définition du peuple? Justement, donner une définition du peuple, c'est extrêmement complexe. On appartient tous au peuple en France. Et on essaye de le traduire politiquement, parce que si vous prenez par exemple la gauche radicale, elle définit le populisme par l'opposition des élites, entre les élites et le reste du peuple. Donc le peuple, c'est tout ce qui n'appartient pas aux élites. Nous, on ne croit pas que c'est ça. On croit que c'est beaucoup plus complexe. Bernard Arnault, il fait partie du peuple français, qu'on le veuille ou non, et des gens beaucoup moins aisés font aussi partie du peuple. En revanche, ce qui se passe aujourd'hui dans nos sociétés contemporaines, qui sont de plus en plus fragmentées, de plus en plus atomisées, c'est qu'il y a un certain nombre de populations, soit pour des raisons ethniques, soit pour des raisons culturelles, parfois pour des raisons plus anthropologiques ou idéologiques, qui ne se reconnaissent plus comme du peuple, comme appartenant au peuple français. D'une certaine manière, et c'est le paradoxe, poser cette question aujourd'hui en 2019, c'est s'empêcher d'y répondre. Ce que je veux dire par là, c'est que si on part de la question de l'identité ou de la question purement sociale, on ne s'en sortira pas. Parce que justement, on est entré dans une zone d'incertitude, que ça concerne les questions ethnoculturelles ou les questions justement sociologiques et économiques. Et il faut substituer à la logique de l'identité à tout craint, qu'elle soit sociale, économique, ethnoculturelle, une logique de la puissance et du projet de réforme collective. Quand on aura une équipe à la tête de l'État avec un projet de puissance et des projets de réforme, on pourra à ce moment-là voir qui est capable de s'agréger à ce projet et qui se sent à nouveau participer à la vie politique. Mais je crois que la question que vous posez, vous la posez avec une quinzaine d'années d'avance. Vous opposez deux types de populisme, un populisme des antagonismes et un populisme transversal. Pouvez-vous nous expliquer cette distinction? Alors, on ne les oppose pas en fait. On explique que lors de la dernière élection présidentielle, Emmanuel Macron a prétendu lutter pour le progressisme, contre les populismes, pour finalement la modernité, contre la réaction, etc. Ce qui est faux, puisque lui aussi a joué largement des ressorts du populisme, un populisme des insiders, un populisme des gens intégrés. Et Gérald Darmanin, qui est aujourd'hui au gouvernement, l'avait qualifié bien avant de bobo populiste. Donc c'était pas si faux. Si vous voulez, le populisme transversal, c'est celui qui va aller chercher la France centrale, qui va aller chercher les classes moyennes, etc. Alors ça répond aussi à des inconscients beaucoup plus profonds, des inconscients anthropologiques, de structures familiales, etc. Emmanuel Todd. Les clivages n'ont pas disparu. Les vieux clivages n'ont pas disparu. Aussi dans le bouquin, ouais. Exactement, les vieux clivages droite-gauche, les vieux clivages historiques n'ont pas disparu.
Alors que le populisme des antagonistes, c'est celui, effectivement, de la gauche radicale dont on parlait. Je vous ai donné tout à l'heure la définition du populisme par Chantal Mouffe. Ça peut être aussi un populisme qui va jouer sur d'autres ressorts antagonistes. Il faut essayer de réunir les Français sans les opposer autour d'un projet. C'est extrêmement complexe. Et il faut les réunir autour d'un projet qui s'appelle la France, c'est-à-dire conserver le meilleur du passé pour se projeter dans l'avenir. Voilà. La logique de l'antagonisme, électoralement, elle ne peut pas fonctionner. Elle peut fonctionner pour un parti d'opposition qui a 35 à 40%. Ça créera tôt ou tard des effets de rente et ce sera quelque chose de sordide, mais ça ne peut pas permettre de gagner une élection présidentielle. Emmanuel Macron, quoi qu'on en dise, n'avait aucun véritable point faible dans la sociologie électorale. Oui. Même si on veut vraiment aller jusque-là, dans le monde ouvrier, il avait un pourcentage qui n'était pas absolument négligeable. Chez les cadres, il était tout à fait considérable. Mais chez les ouvriers, il était quand même bien réel. Emmanuel Macron n'avait pas véritablement de point faible. Et surtout les territoires aussi. Exactement. Il a maillé tout le territoire. Et une thèse qui opposerait purement et simplement une France périphérique au sens territorial du terme et fermé du terme à une France des métropoles, c'est quelque chose qui tout simplement ne fonctionne pas. Ce sera une impasse, exactement comme ce qui se passe aujourd'hui avec les Gilets jaunes. Vous parliez donc d'union nationale. Une nette majorité des Français se prononce contre la poursuite de l'immigration, environ 60% selon certains sondages. Comment est-ce qu'on peut expliquer alors l'échec des partis populistes anti-immigration en France? Si vous voulez, quand vous votez, déjà vous ne votez pas que sur un thème, vous votez sur X thèmes. Vous votez aussi pour des questions de représentation, des questions d'habitude électorale. Par exemple, monsieur m'a dit juste avant le tournage qu'il était d'Agen. Dans le Lot, juste à côté, vous avez encore un parti socialiste qui est extrêmement fort, et des gens qui peuvent avoir des réflexions sur l'immigration beaucoup plus dures que certains électeurs du FN, ou pas, beaucoup plus durs. Pourtant, ils vont continuer à voter socialiste à un certain nombre d'élections. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils votent comme leurs parents. Ils sont conservateurs, en réalité. C'est ce qui se passe. Et donc, il faut essayer de les motiver à changer, de les motiver à comprendre, en fait, quels sont les enjeux les plus essentiels. Et effectivement, parmi une somme d'enjeux considérables, l'immigration fait partie des plus considérables. Il n'y a guère que l'électorat de ce qui était le Parti socialiste à l'époque, de Benoît Hamon, qui au moment des élections présidentielles se disait peu inquiet par la question de l'immigration. Et encore, même là, la tendance était haussière par rapport à ce qu'on avait vu il y a encore quelques années, donc c'est dire. Je crois que la grande différence, c'est ce que signifie l'immigration pour l'électorat. C'est le problème de la représentation politique, quasiment du mythe politique. L'électorat Rassemblement National, il a une particularité. Au sein de l'électorat de la France Insoumise, vous avez peut-être 40-45% des gens qui se disent inquiets ou hostiles à la poursuite des politiques migratoires. Mais il y a quand même une différence. C'est que pour l'électorat RN, la question de l'immigration, c'est une question package. À l'intérieur de ça, vous avez la question de la sécurité, la question du terrorisme, la question de l'islamisme, qui est elle-même liée à la question de la laïcité, et la question bien sûr de l'emploi et de l'économie et du social. Même si c'est passé un petit peu en dessous, absolument. Dans les années 80, le thème de l'immigration était très lié au thème du chômage. C'est beaucoup moins le cas aujourd'hui, puisqu'en fait, on s'aperçoit qu'il y a énormément d'immigration en fait, qui est dépendante des revenus de transfert, donc des aides sociales, etc. Mais ça fait encore partie tout de même de cette thématique. La première des thématiques, en fait, c'est l'insécurité au sens global, l'insécurité économique, l'insécurité culturelle, l'insécurité aussi plus générale dans la vision qu'on peut avoir de ce que va devenir la France. Pour l'électorat RN, l'immigration est vécue comme une force qui la met en péril de manière directe dans son mode de vie. Ça fait quand même une différence qui est considérable parce que c'est lié à l'économico-social. C'est pas le cas des autres électorats. Ça devient tout de même, ça devient de plus en plus général. C'est-à-dire que ces idées-là infusent. Si je peux me permettre, tu veux qu'on tombe jusqu'à où pour remporter les élections à ce moment-là? Voilà. Mais alors dans ce schéma-là, dans quel cadre se place la question de l'abstention? Puisqu'il y a un fort abstentionnisme en France. C'est vrai que votre analyse comprenait une analyse partisane de votants. L'abstention, il y a énormément de renonçants à la chose politique. Il y a des renonçants classiques, de toute façon, il y a toujours eu... On n'a pas une abstention beaucoup plus forte qu'il y a 30 ou 40 ans, enfin, un petit peu plus forte, mais c'est pas non plus majeur. Les abstentionnistes, c'est une donnée stable, c'est un invariable de la vie politique française. Je ne pense pas que ce soit si représentatif que ça. On peut essayer de se mobiliser pour que ces gens-là aillent voter de plus en plus, qu'ils ne soient plus sortis du jeu. Bah, je pense que parmi les abstentionnistes, il y a quand même un certain nombre de personnes aussi qui refusent tout simplement de voter ou qui n'en ont strictement rien à fiche. Et c'est plutôt ça dans une démocratie ou dans une société. Heureusement qu'il y a des gens qui refusent de s'intéresser aux choses. Bon, ça existe. Et après, vous en avez un certain nombre qui fluctuent en fonction des élections. Bon. Je ne crois pas que ce soit quelque chose de fondamental, puisque c'est un invariable en fait, de toute vie politique dans une démocratie représentative qui pratique l'élection régulièrement.
Et concernant l'abstention, je vais être un petit peu brutal. En fait, pour les 2 prochains quinquennats, c'est pas un problème politique. De la même manière que la question des gilets jaunes est un problème aujourd'hui social, sociétal, anthropologique certainement dans la durée, mais c'est pas encore un problème politique. Ça n'a pas modifié les équilibres. Et je pense que pour différentes raisons, de lien à l'État-providence et de dépendance de ces catégories sociales, y compris pour l'accès à la formation d'ailleurs, professionnelle, mais même en amont pour leurs enfants, c'est pas encore un problème politique. De la même manière que la question des banlieues n'est pas véritablement un problème politique, c'est éventuellement un problème sécuritaire. Électorale. C'est un problème de politique électorale. Je pense qu'on peut très bien avoir une démocratie, et il faut l'accepter pour le moment, qui fonctionne, effectivement, avec des candidats qui sont élus avec 20% du corps électoral. Et je dois dire qu'à partir du moment où nous parvenons à emmener au pouvoir une équipe qui est capable ensuite d'impulser de la réforme économico-sociale et politique au vrai sens du terme de manière efficiente, je dois dire que ça ne m'empêche pas pour le moment de dormir et qu'on doit l'accepter sans idéalisme. En fait, le problème, si vous voulez, c'est que la Ve République a beaucoup de défauts, mais elle se défend très bien. Parce que c'est un système, on le voit d'ailleurs avec ce qui se passe en Italie aujourd'hui. En Italie, c'est très bien parce que ça permet de faire émerger des convergences assez inattendues, etc. Mais en même temps, c'est très instable. Au bout d'un an, la coalition Salvini-Mouvement 5 étoiles, elle a explosé. Elle a explosé par ses contradictions. Alors qu'en France, vous avez une continuité politique qui est aussi un corset étouffant et qui provoque aussi un manque de représentativité majeur dans le monde occidental et dans les grandes démocraties. Là, vous avez 6 députés à l'Assemblée nationale sur 500. C'est ridicule par rapport au poids électoral. Mais le problème, c'est que ces institutions-là, elles se défendent extrêmement bien, parce qu'elles ont été conçues pour leur stabilité par De Gaulle, qui avait un fond presque monarchiste. Tout en ayant pu évoluer, Voilà. le rôle du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, tout ça a quand même pas mal bougé. Je pense que ça va évoluer beaucoup plus, parce qu'on ne peut pas faire autrement. Mais la La crise de représentativité, elle est directement au cœur. Oups, pardon. Bon, de la question des gilets jaunes. C'est plus instable que la Ve République, ça. Et finalement, quelle est la finalité de votre ouvrage? Qu'espérez-vous avec sa publication et à qui vous adressez-vous en appelant au nom du peuple? On s'adresse à tous les gens qui voudront bien le lire et qui ont envie de changer les choses, qui ont envie de lancer la France dans une nouvelle aventure, de retrouver leur fierté, de retrouver ce qui fait leur pays, de s'interroger aussi sur les difficultés passées et les difficultés du passé lointain, mais aussi du passé récent, et qui veulent faire gagner les idées, en fait, mais au service du bien commun, au service de tout le monde, parce que c'est sans exclusive, c'est-à-dire sans cliver, sans provoquer, parce qu'il n'y a que 2 solutions, c'est la réforme ou la révolution, mais personne ne veut faire une révolution, on le voit là, la révolution elle échoue en ce moment. Donc il faut essayer de réformer, et il faut essayer de gagner surtout, et de développer un discours qui soit gagnant et qui permette d'intégrer de nouvelles catégories électorales à notre corps de réflexion et à notre base normale, c'est-à-dire que vous pouvez réunir les catégories populaires et les actifs qui votent pour le Rassemblement national avec des gens plus jeunes, avec des gens des centres urbains, etc. C'est possible. C'est possible. C'est ce qu'on essaye de prouver. Est-ce que c'est pas justement chez les abstentionnistes qu'on va pouvoir retrouver ces voix, qu'on va pouvoir aller chercher de nouveaux électeurs? Alors pour différentes raisons, je ne le crois pas. Non plus. En fait, la multiplication de l'offre politique, si on raisonne de cette manière, qui effectivement est peut-être un peu inélégante, mais qui a ses mérites, la multiplication de l'offre politique en 2017 et même depuis maintenant une quinzaine d'années n'a pas mobilisé les abstentionnistes. Si vous regardez là où par exemple Florian Philippot a pu se présenter sur un programme de réindustrialisation dans une circonscription qui semblait absolument taillée pour son programme qui était très spécifique, qui était quand même du chevènement dopé, complètement réactualisé, très modernisé, qui avait quand même ses qualités pour cette circonscription-là, eh bien, le taux d'abstention était supérieur à la moyenne nationale et de très loin, et on n'a pas vu la moindre oscillation depuis les dernières législatives. Voilà. Tout à dit. Voilà. Et on pourrait multiplier ça avec toutes les offres politiques. Et quels sont les éléments du progrès sur lesquels le camp conservateur pourrait s'appuyer pour porter une vision plus positive et plus rassembleuse? Il y a une difficulté, c'est d'opposer le progrès au conservatisme. Ça ne s'oppose pas, en fait, c'est tout à fait complémentaire. On s'oppose aujourd'hui, à juste titre, à l'idéologie du progrès, qui est le progressisme, et à tous ses dérivés, et aux excès qu'on peut constater, notamment, par exemple, dans la question des théories des genres, ça peut devenir complètement délirant. On s'oppose, si vous voulez, à la fuite en avant, on ne s'oppose pas au progrès.
On va reciter De Gaulle une deuxième fois, mais on n'est pas pour le retour de la marine à voile et de la lampe à huile. C'est très romantique, mais personne ne veut ça, quoi. Donc le progrès technologique, quand il est raisonnable et raisonné, personne n'est contre. Le progrès social, personne n'est contre. On est très content quand les gens gagnent mieux leur vie, vivent de manière plus confortable. Donc faut pas, si vous voulez, donner l'impression qu'on est contre des avancées qui ont directement profité aux gens. En revanche, l'idéologie du progrès, le progressisme, oui, on s'y oppose à juste titre, je crois. Oui, la question, c'est que le progrès qui est proposé aujourd'hui, c'est un progrès qui est sans puissance collective et c'est un progrès qui est sans nature humaine. Donc ça n'a d'une certaine manière absolument aucun intérêt, c'est quelque chose de régressif. Jusqu'à présent, la modernité occidentale, y compris d'ailleurs, il n'y a pas que ses travers, hein, mais je veux dire, en bien comme en mal, a été une modernité d'affirmation collective. Depuis une cinquantaine d'années, on connaît une phase de dépression collective et comme par hasard, les conservateurs qui ont pris de plein fouet un certain nombre de défaites, effectivement dans les dents, la perte de l'Empire français, la destruction d'un certain modèle social, tout ça, ils n'ont pas pu l'empêcher. Et comme par hasard, ils ont réinterprété la réalité à l'aune de leur défaite et à l'aune de leur pessimisme, jusqu'à abandonner la question du progrès, qui en fait, paradoxalement, a été la leur. Tout le conservatisme. Pensons à Bonaparte. Ouais. J'étais récemment encore, et ça parlera un certain nombre, je pense, de vos auditeurs au musée de l'armée, je regardais les uniformes napoléoniens, c'est extraordinaire de futurisme. Ouais. Extraordinaire. La romanité est là, vous avez des motifs avec des lauriers, c'est une romanité réinventée au XVIIIe siècle, et qui est projeté de manière extrêmement racée, comme ça, à travers l'Europe. Il n'y a rien de plus extraordinaire et de plus progressiste au meilleur sens du terme. Le présent, c'est avoir tout le passé à l'esprit, c'est ça, si vous voulez se projeter. C'est conserver ce qu'il y a de meilleur, mais on ne va pas conserver ce qui ne mérite pas d'être conservé, et c'est progresser de là où il le faut. Parce que je m'étonne, en fait, il ne faut pas tomber dans ce piège, d'entrer dans cette dichotomie-là. Elle n'est pas intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour que tout le monde aille mieux, qu'est-ce qu'on peut faire pour éviter éventuellement des troubles civils de basse intensité qui pourraient s'éterniser, qu'est-ce qu'on peut faire pour qu'on puisse rester vraiment français en France. Ça, ce sont des questions politiques qui intéressent les gens. Mais les ismes, en fait, ça intéresse de moins en moins les électeurs, les Français. Et quels seraient les éléments que les conservateurs pourraient utiliser justement pour faire valoir leurs idées, en fait? Eh bien, écoutez, ils peuvent, est-ce que vous voulez, par exemple, qu'on coupe Internet? Non, personne ne veut. Non, mais sur Internet. C'est juste il faudrait qu'ils mettent en avant, par exemple, l'écologie ou Je crois que c'est lié à la question simultanément de la formation, de l'accès de nouvelles catégories sociales à la prospérité, au projet de puissance. C'est la question, par exemple, du domaine ultramarin qui est sous-exploité en France. C'est la question du domaine ultramarin dont on ne sait toujours pas comment on va le défendre face à l'appétit maintenu des États-Unis d'Amérique et face à l'appétit qui se réveille et qui s'intensifie de la Chine. Pour le moment. Il y a quelque chose dans tout autre domaine que n'exploitent pas du tout les conservateurs qui pourrait être extrêmement intéressant, par exemple, c'est la question du management moderne, qui est une horreur. Oui, dans un autre domaine. Eh bien, on n'est pas du tout, si vous voulez, dans le... ça, les conservateurs pourraient aller là-dedans, le management plus humain, management qui prenne en considération les familles, qui prenne en considération la psychologie de manière plus fine, pour mieux travailler ensemble, pour mieux travailler collectivement, tout ce qui est de l'ordre du collaboratif, l'économie sociale et solidaire, les territoires zéro chômage, tout ça on ne le fait pas, les conservateurs ils ne s'intéressent pas du tout à ça, ils laissent le champ libre à la gauche qui fait beaucoup d'actions communautaires, etc. et qui travaille là-dessus. Et ça, nous on devrait travailler dessus. C'est la question des nouvelles pédagogies dans le monde scolaire, c'est la question de l'organisation renouvelée de nos établissements scolaires également. Là il y a un chantier qui est extraordinaire. Si vous demandez des éléments concrets, il y en a énormément. Et tout ça on ne doit pas ressasser en permanence les défaites, on doit aussi nous proposer ce et si je peux me permettre de conclure sur ce point, il n'est pas normal, par exemple, qu'il nous ait fallu attendre Jean-Michel Blanquer pour faire la promotion, peut-être de manière excessive, un peu naïve, de quelqu'un comme Stanislas Dehaene, qui est du Collège de France, qui enseigne les neurosciences et qui s'intéresse aux neurosciences, c'est-à-dire finalement à la nature humaine, dans le cadre de l'enseignement et des méthodes d'enseignement, dans le cadre de l'apprentissage. Il n'est pas normal que nous ayons attendu que ces pseudo-progressistes arrivent aux affaires pour s'intéresser à un élément qui relève de la nature humaine et de sa connaissance et de son application dans le champ social. Il faut garder l'esprit ouvert et éviter le dogmatisme. En fait, c'est vraiment l'enseignement, je crois, fondamental du livre. Écoutez, ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup. Merci, messieurs, d'être venus. Je rappelle le nom de votre ouvrage, Le nom du peuple, aux éditions du CERF. Merci beaucoup, messieurs. Merci à vous. C'est moi. Merci.